Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous avez trouvé une place? Je vous propose que nous commencions nos assises. Il faut vraiment faire attention à Wikidata, ça me saoule. Alors, quelques mots d'introduction pour vous dire que je suis très heureuse de vous Pas accueillir du tout, c'est ça, il faut ici se mettre. On l'a bien aujourd'hui entendu, nous. pour les deuxièmes assises de TUGAP. Donc, je salue la salle et je salue également nos amis qui nous suivent en visio. Je crois qu'elles sont très nombreuses, hein. Elles sont 100, 150 qui sont inscrites en visio. Voilà, donc merci à toutes celles qui sont en France et à l'étranger et qui nous suivent depuis toute une série de pays, le Maroc, la Tunisie, le Liban, le Cameroun même. Voilà, l'Espagne, le Canada. Donc, merci à toutes et toutes qui nous écoutez. Un grand merci également à l'Hôtel de l'Industrie qui nous accueille dans ce lieu tout à fait prestigieux, magnifique, dans lequel TUGAP est né il y a 3 ans, puisqu'aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de TUGAP. Nous vous invitons à notre 3e anniversaire pour ces deuxièmes assises. Je remercie évidemment tout le collectif, tous les réseaux grâce auxquels le collectif TUGAP existe, tous ces réseaux qui ont une activité foisonnante au sein de ce collectif. Et puis, je voudrais commencer aussi par remercier très chaleureusement nos stagiaires, Inès Simon et Valérie Soadrinidi, qui nous suivent de loin, Marie Étier-Fort, Louella Mouawaja et puis Mélanie Daugrey, ils ne sont plus nos stagiaires, mais qui étaient nos stagiaires jusqu'à il y a peu de temps et qui ont beaucoup préparé également. Pauline Rago, qui est ici, et Victoire Goldenberg-Fessot, qui sont les stagiaires d'Admod et qui ont préparé la partie publique du livre blanc dont on vous parlera tout à l'heure et qui est une belle réussite. Et puis, deux autres stagiaires qui nous renforcent aujourd'hui, Ève Ayari, alternante de Talentuel, et Agathe Aviotte du ministère de Femmes de l'Intérieur. Donc, merci à nos stagiaires sans lesquels TUGAP ne pourrait pas fonctionner ni vivre. Je voulais vous dire quelques mots en introduction, peut-être pour mesurer le chemin parcouru, parce que en 3 ans, nous sommes passés de 37 réseaux fondateurs à 52 ou 3 l'année dernière et 75 cette année. Donc, ce réseau se densifie et se densifie très rapidement. Et donc, nous avons d'autant plus de compétences au sein de notre collectif. Donc, je voulais vous remercier et puis surtout euh, faire un hommage assez appuyé aux 75 réseaux qui fonctionnent toutes les semaines avec beaucoup d'énergie autour du programme que nous nous fixions. Je voulais aussi féliciter ce collectif pour le partage que nous avons commencé avec d'autres pays étrangers et d'autres réseaux qui nous sollicitent régulièrement pour, assez intrigués d'ailleurs, pour voir comment nous travaillons, sur quoi nous travaillons, comment nous travaillons et qui souhaitent aussi échanger un certain nombre d'idées, d'actions et de voir comment on peut articuler des réseaux du secteur public et du réseau du secteur privé pour faire quoi finalement ensemble. Et puis, un mot également sur les actions réalisées depuis 2 ans, ces actions qui ont finalement un peu largement dépassé les attentes que nous avions il y a 2 ou 3 ans, puisque ces 2 dernières années, nous avons surtout dirigé notre énergie à l'élaboration, à l'accompagnement de l'élaboration de textes législatifs. Et donc l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an maintenant, la loi Rixin qui a été promulguée avec un accompagnement en amont et en aval par les réseaux de TUGAP, notamment pour le secteur privé. Et puis, comme un petit clin d'œil du calendrier, après-demain, il va y avoir le début de la discussion parlementaire sur la proposition de loi qui a été déposée par Annick Billon au Sénat sur le pendant pour le secteur public et donc le texte que vous verrez dans le dossier législatif qui sera donc en débat à partir du milieu de la semaine. C'est un texte qui a été directement nourri par les travaux des réseaux du secteur public qui œuvrent pour l'égalité dans la décision au sein de l'État, des collectivités territoriales et évidemment aussi au sein de la fonction publique hospitalière. Donc je crois que je rends vraiment un hommage à l'ensemble des réseaux qui ont travaillé ardemment depuis 2 ans pour cranter au niveau législatif
ces dispositions à partir desquelles on va pouvoir travailler pour pouvoir faire progresser la place des femmes dans les postes de décision. Alors, une fois qu'on a déjà fait ça depuis 2 ans, c'est-à-dire travailler sur ce matériau législatif qui est absolument fondamental et à partir duquel on peut mettre en mouvement les organisations, parce que c'est en ayant ce type de contraintes et d'obligations, et notamment via les quotas, qu'on arrive à avancer. Comme on le sait bien, sans quotas, pas de résultats. Donc là, on va avoir des quotas et on espère avoir des résultats aussi bien dans le public que dans le privé. Comment aller plus loin? Parce qu'effectivement, la loi ne suffit pas et il faut continuer à agir, c'est-à-dire à accompagner la mise en œuvre des dispositions qui sont prises au niveau national dans chacune de nos organisations. Et ce qu'on peut voir de l'action de nos réseaux, elle est ce que nous, on a pu voir en tout cas en termes de résultats sur ces 2 dernières années, c'est que d'une part, les réseaux professionnels accompagnent véritablement leurs organisations, que ce soit des ministères, des collectivités territoriales ou des entreprises, dans le fait de se confronter à ces contraintes qui leur sont fixées sur la place des femmes dans les postes de décision. Donc, ces réseaux prennent toute leur place dans cet accompagnement. Et puis aussi, les messages commencent à porter, et notamment le message selon lequel le fait qu'il y ait davantage de mixité et davantage de femmes à tous les niveaux de la décision dans les entreprises comme dans les administrations, eh bien c'est un facteur de performance, c'est un facteur de qualité du travail et c'est un facteur évidemment côté secteur public de qualité de la décision publique. Et on a vu le résultat dans le portage de ce message dans la bouche même de nos ministres, puisqu'il y a encore quelques années, c'est un sujet qui était vraiment tout à fait loin des esprits, cet impact de la mixité sur la décision publique notamment. Et là, depuis 2 ans, on observe que nos ministres, les ministres de la fonction publique, les ministres de l'égalité femmes-hommes, qui étaient déjà un peu plus sensibilisés, mais surtout les ministres de la fonction publique, portent véritablement ce message que la mixité à tous les niveaux est un facteur de modernisation de l'action publique, de modernisation des institutions publiques. Et il n'y a pas de raison que ce facteur de performance que l'on voit dans les entreprises ne soit pas également un facteur de performance dans nos institutions publiques. Donc, on peut se réjouir d'avoir porté ce message et de voir que ce message commence à être porté par nos pouvoirs publics. Alors, au-delà du travail que l'on fait, on a aussi un travail interne à nos réseaux et on a ce travail de laboratoire d'idées, d'échange de réflexion, d'échange d'outils, d'expérimentation de nouvelles pistes, puisque là où nous sommes chacune dans nos lieux professionnels, nous sommes en capacité d'expérimenter de nouveaux outils. Et tout cela, ça se retrouve dans un travail collectif que nous avons fait l'année dernière et que nous avons refait cette année, dans ce travail collectif qui a abouti à la rédaction d'un livre blanc. Ce livre blanc qui sera remis tout à l'heure à Isabelle Rome, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui lui sera remis officiellement et qui sera rendu public à cette occasion. Et ce livre blanc, vous le verrez, vous serez évidemment toutes et tous destinataires. Il met en lumière, il est très innovant parce qu'il met en lumière avec des outils nouveaux, notamment pour ce qui concerne la fonction publique, des organigrammes genrés qui permettent de véritablement identifier exactement, au-delà des quotas qui font référence à groupes non identifiés de femmes et d'hommes dans différents postes de décision, à bien identifier à quel niveau de la décision se placent les unes, les uns et les autres. Et au-delà du travail que nous faisons en interne, évidemment, nous poursuivons aussi notre travail de plaidoyer, notre mission de plaidoyer, et nous agissons à l'intérieur de nos organisations et évidemment à l'extérieur. Et nous portons encore ce message que nous souhaitons vraiment sortir de la caricature, qui est que l'égalité dans la décision, l'égalité dans la gouvernance, c'est un sujet de femmes favorisées. Ce n'est pas un sujet de femmes favorisées, c'est un sujet qui concerne toutes les femmes. Se décider ses pouvoirs, décider c'est choisir sa vie. Ça concerne absolument toutes les femmes et je pense que c'est un des aspects du message le plus important qu'il faut faire passer, c'est que l'égalité dans la décision,
ça concerne absolument toute la société. De la même façon qu'il y a un continuum dans les violences faites aux femmes, il y a un continuum dans la capacité à décider, un continuum dans le pouvoir. La décision, c'est la décision qu'on prend tous les jours dans nos vies pour choisir nos études, pour choisir nos vies professionnelles, pour choisir comment on organise finalement la répartition des tâches dans la vie domestique, et puis c'est décider jusqu'à décider à la tête de grandes organisations. Donc décider, c'est la clé de tout. Et c'est la raison pour laquelle, si on veut accélérer l'égalité femmes-hommes, eh bien, il faut évidemment accélérer la place des femmes dans les lieux de décision, quels qu'ils soient. Et l'accélérer assez rapidement, parce que comme cela ne vous a pas échappé, évidemment, c'est urgent de pouvoir relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Et cette année, malheureusement, c'était une année qu'on pourrait qualifier d'année noire pour les droits des femmes dans le monde. Je ne vais pas reprendre ici tout ce que nous avons pu observer au cours de l'année en Afghanistan, en Iran, où on a aujourd'hui des crimes contre l'humanité, comme le dit notre ministre des droits des femmes, qui sont commis dans ces pays-là. Dans nos démocraties occidentales aussi, on a pu voir aussi un certain nombre de résistances sur les droits des femmes, comme le droit à l'IVG, que ce soit aux États-Unis ou même en France. Il a fallu avoir une seconde discussion au Sénat en France pour lever les préventions de la représentation nationale. Et donc, on voit bien que quand le pouvoir est confisqué ou le pouvoir n'est pas partagé, eh bien, on arrive à des décisions qui sont prises de façon complètement décorrélée des attentes de la société. Alors, pour autant, il y a un espoir quand on voit en Iran que dans les cortèges de manifestation, il y a un certain nombre d'hommes qui viennent soutenir les manifestations des femmes pour leur liberté. On peut se dire qu'il y a, malgré les résistances, un espoir, qu'on commence à prendre conscience que ce sujet n'est pas un sujet de femmes, mais un sujet d'intérêt général, un sujet de liberté, et que le fait de partager la décision, eh bien, c'est aussi le moyen de pouvoir construire un monde meilleur. Alors, face à cette égalité femmes-hommes qui suscite encore beaucoup, malheureusement, de façon plus ou moins tragique selon les environnements politiques, face à cette résistance, ce que Tougap propose aujourd'hui, c'est une réflexion et un échange autour de cette défiance du partage du pouvoir, du partage de la décision entre les femmes et les hommes, en quoi cette défiance, finalement, doit être interrogée, et pouvoir ensuite amener tous ceux qui fait obstacle à cette égalité dans la décision vers un environnement où où s'instaure la confiance. D'où le titre de ces assises aujourd'hui, l'égalité dans la décision, femmes et pouvoir, de la défiance à la confiance. Je vous inviterai alors, à partir de maintenant, à participer aussi aux débats qui vont suivre, puisque nous aurons 3 tables rondes autour de femmes et pouvoir, femmes, pouvoir et argent dans un premier temps, femmes, pouvoir et liberté, faisant écho évidemment à la situation internationale, et femmes, pouvoir et action. Et nous aurons aussi un petit temps d'échange après les tables rondes pour avoir vos réactions. Pourquoi femmes, pouvoir et action? Un petit mot là-dessus, parce que nous avons constaté depuis 2 ans et de plus en plus depuis 1 an maintenant, avec les propositions que font nos réseaux, que ces réseaux, et Tougap en particulier, qui fédère l'ensemble de ces réseaux, est perçu comme un interlocuteur qui devient, je ne pourrais pas dire officiel, institutionnel, mais en tout cas un interlocuteur presque incontournable, puisqu'on vient nous solliciter extrêmement régulièrement pour avoir notre point de vue sur des dispositifs en préparation, qu'ils soient législatifs ou réglementaires, ou pour l'élaboration de politiques publiques. Et donc, on s'insère dans un paysage,
avec les mots même de nos ministres, on s'insère dans un paysage comme un acteur qui devient un acteur naturel. Et donc, ce n'était pas du tout non plus l'idée que nous avions de nous-mêmes au départ, mais pour autant, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons avec beaucoup de bonheur aujourd'hui, puisque nous participons à l'ensemble de ces échanges de façon très constructive. Et donc, on se retrouve avec des pouvoirs publics, des entreprises, des syndicats et des réseaux associatifs, professionnels, féminins et mixtes. Et finalement, ça crée un nouvel écosystème. Et la troisième table ronde interrogera ce nouvel écosystème et la place de nos réseaux professionnels dans cet écosystème. À l'issue de cette table ronde, donc, nous vous présenterons le livre blanc très rapidement, en quelques minutes, et puis nous remettrons ce livre blanc officiellement à la ministre, Isabelle Rome, qui nous rejoindra vers 17h30. Et ensuite, nous finirons évidemment par le verre de l'amitié. Voilà, je vous invite donc, et j'invite la première table ronde à venir prendre la suite de mon propos. Et je vous remercie encore une fois d'être nombreux et nombreuses à cette occasion.